Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle formation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil, à une stratégie d'investissement immobilier qui n'est pas spécialement connue, qui n'est pas véritablement utilisée par la majorité des investisseurs et qui pourtant, vous allez le voir, peut s'avérer particulièrement puissante et intéressante. Cet outil, c'est ce qu'on appelle la vente aux enchères et on va étudier avec précision les différentes démarches, les différents procédés justement qui encadrent ce type d'opération. Comme d'habitude, on va essayer d'être le plus complet possible tout en restant bien évidemment synthétique. Alors comme vous pouvez le voir sur le sommaire, il y a différentes enchères. On va évoquer dans un premier temps la vente aux enchères, qu'on appelle les ventes aux enchères immobilières notariales. Et on verra un petit peu les spécificités, les particularités de ce type d'enchères. Et puis dans un second temps, on verra, et c'est une des ventes aux enchères probablement les plus intéressantes pour un investisseur, donc les ventes aux enchères au tribunal judiciaire. Alors justement, pourquoi il existe différentes ventes aux enchères ? Eh bien tout simplement parce que les causes de vente aux enchères sont différentes. En effet, pour une vente aux enchères immobilières notariale, eh bien c'est le choix du vendeur de vendre son bien. Et on verra d'ailleurs que ça peut être plutôt judicieux pour un vendeur d'opter pour cette option. En revanche, lorsqu'on aborde la notion de vente aux enchères à la barre des tribunaux judiciaires, eh bien là en revanche ce n'est pas le choix du vendeur, c'est parce qu'on est tout simplement dans le cas d'une saisie immobilière ou d'une liquidation judiciaire. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser à la vente aux enchères immobilières notariales, qu'on appelle également la vente à la bougie, et on verra pourquoi. Et on abordera également ce qu'on appelle la e-vente, c'est-à-dire les ventes aux enchères en ligne. Alors, voyons le déroulement donc, de ce qu'on appelle une vente à la bougie. Il faut savoir qu'il y a un déroulement, il y a une procédure particulière et on va décomposer en fait le déroulement de cette vente aux enchères en différentes phases et on va commencer par s'intéresser à la phase avant la vente. Donc on l'a dit, on est dans le cadre d'une vente qui découle du choix du vendeur. Autrement dit, le vendeur et le notaire, ils vont fixer ensemble le montant de la mise à prix qui généralement se situe aux environs de 75% de la valeur du bien. Ensuite, le notaire, en fait, il va procéder à la publicité de cette enchère par voie de presse ou encore d'affiches publiques. Évidemment, le levier Internet est particulièrement utilisé. Et ensuite, pendant les 3 semaines qui précèdent la vente, le notaire il va répondre aux questions des éventuels acquéreurs. Le notaire informera également ses éventuels acquéreurs du jour et de l'horaire de la visite du bien. Avant la vente, bien évidemment, les éventuels acquéreurs ils vont consulter ce qu'on appelle le cahier des charges de la vente aux enchères. Ils vont la consulter soit à l'étude du notaire ou soit en ligne. Alors ce cahier des charges, il revêt une importance particulière puisqu'il va contenir l'ADN, toutes les informations du bien qui est mis en vente. On va donc y trouver les conditions générales de vente, évidemment, les particularités du bien, si ce bien est libre, s'il est occupé, s'il est loué, donc la description, l'origine. On va également y trouver des informations concernant le syndic de copropriété, si le bien il est situé dans une copropriété, bien évidemment la mise à prix. On va également y trouver les différents frais qui sont donc liés à la vente, la notion de faculté de surenchère, et ça on y reviendra un peu plus tard, la conformité ou la non-conformité des lieux si on envisage de les louer. Il y a également donc des pièces annexes, il y a les diagnostics, il y a des informations sur la loi Carrez, etc. Donc pour un acquéreur qui est intéressé par ce type de vente, évidemment, il va falloir qu'il prépare son financement pour être prêt le jour de la vente. Pourquoi ? Parce que si l'acquéreur a recours à un emprunt, il faut qu'il ait la certitude d'obtenir le crédit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conditions suspensives d'obtention de crédit. On n'est pas dans une vente classique. Autrement dit, si l'acquéreur se positionne sur un bien et qu'il gagne l'enchère, il ne pourra pas se rétracter et il ne pourra pas faire valoir une condition suspensive d'obtention de crédit. Voilà, donc ça c'était la phase avant la vente. Maintenant, on va s'intéresser à la phase de la vente. Alors, la vente aux enchères, habituellement, elle va se dérouler
soit à l'office notarial ou soit à la chambre des notaires. Ensuite, il y a des conditions pour enchérir. Donc, on a vu qu'il fallait bien évidemment être certain de pouvoir financer l'opération, mais l'acquéreur, enfin l'enchérisseur, pardon, il va devoir également verser un chèque de consignation environ de 20% du montant de la mise à prix, chèque qui sera donc libellé au nom du notaire. Ce chèque sera bien évidemment restitué à l'enchérisseur en cas d'enchère non remportée. Et si l'enchère est remportée, eh bien le chèque sera naturellement encaissé et déduit du prix de vente. Alors pourquoi on appelle ça la vente à la bougie? Alors, il faut savoir que c'est une pratique ancestrale, historique, qui a parcouru des centaines d'années pour justement venir décider, désigner ce qu'on appelle les adjudicataires, donc ceux qui gagnent les enchères. Et donc ça se pratique encore aujourd'hui comme ça, donc dans les études notariales lorsqu'on effectue des ventes aux enchères. Alors concrètement, comment ça se passe? On allume une petite mèche au début des enchères. Au cours des enchères, à chaque fois qu'il y a une mèche qui est éteinte, elle va être remplacée par une nouvelle mèche. Et une fois qu'on constate l'extinction de 2 feux successifs sans nouvelle enchère, eh bien ce sera le dernier enchérisseur qui deviendra donc le vainqueur, si je puis dire, de l'enchère, qu'on appelle l'adjudicataire. Donc une fois désigné, l'adjudicataire, eh bien, il aura 45 jours pour payer l'intégralité du prix, si toutefois aucune surenchère n'a été effectuée dans les 10 jours qui suivront la séance d'enchère. Puisqu'effectivement, et on y reviendra d'ailleurs un peu plus précisément lorsqu'on évoquera la vente aux enchères judiciaires, une fois l'adjudicataire désigné, toute personne peut surenchérir pendant un délai de 10 jours. Alors, comment ça se passe à l'issue de la vente? Eh bien, en fait, il y a un procès-verbal d'adjudication qui va être dressé et qui constitue, en fait, l'acte de vente. Et donc, une fois la vente définitive, donc on a dit, une fois que le délai de surenchère il est expiré, eh bien, on va procéder au paiement. Alors, ce paiement, il doit être effectué sous 45 jours. Qui peut être effectué, on va dire, à partir du 11e jour après l'adjudication, c'est-à-dire après le délai des 10 jours. Le 11e jour, on peut déjà, on va dire, prendre possession du bien en effectuant le paiement. L'acquéreur, il va devoir également s'acquitter donc de frais de vente, c'est ce qu'on appelle les frais d'enregistrement, alors qui comprennent différents droits d'enregistrement, différents frais, et qui s'élèvent en moyenne à 5,8%. Bien évidemment, il faudra rémunérer le notaire avec ses émoluments. Il y a également des frais de publicité et d'organisation des enchères. Donc ça comprend des frais fixes et également une contribution proportionnelle au montant de la dernière enchère. Et ça, c'est environ 2%. Donc comme vous pouvez le constater, il y a vraiment des frais qui sont à prendre en compte en plus du prix du bien sur lequel on se positionne. Donc ça, il faut véritablement bien calculer votre budget en prenant en compte justement tous ces frais annexes. Et donc une fois que le paiement intégral a été effectué, eh bien, on pourra procéder à la remise des clés. On va aborder maintenant les enchères en ligne, ce qu'on appelle la e-vente. Donc une fois de plus, ça fait partie des ventes immobilières notariales. Alors, il peut y avoir un intérêt, effectivement, pour un vendeur qui souhaite procéder à une vente rapide d'un bien, et bien justement d'opter pour ce système d'enchères en ligne. Voilà, donc on a pris un site qui propose ce type d'opération. Le site s'appelle 36 heures IMO. Et donc, il vous propose, si vous êtes vendeur, eh bien de mettre votre bien en vente pour le vendre rapidement. Et donc, en 3 étapes, eh bien, vous avez les démarches à effectuer pour pouvoir vendre votre bien. En précisant que le vendeur y garde la main sur le choix du dossier qu'il souhaite retenir pour effectuer la vente. Et donc ce site propose bien évidemment également aux acquéreurs potentiels de participer à des enchères en ligne. Donc globalement, ça va se passer comme une séance d'enchères dans une office notariale. Simplement, comme c'est en ligne, il y aura des frais qui seront moindres pour l'acquéreur. Donc, pour résumer, ce type d'enchères immobilières notariales, elles sont plutôt avantageuses pour un vendeur, puisque c'est son choix, il veut effectuer une vente rapide, notamment pour des biens qui seraient particulièrement recherchés. Ça lui permet justement de pouvoir vendre le bien peut-être plus cher que ce qu'il l'aurait vendu sur une vente classique. Et pour un acquéreur, c'est bien souvent également le moyen de détecter de bonnes affaires.
Disons que c'est un autre canal de prospection différent des agences immobilières classiques ou du Bon Coin, etc. Voilà, maintenant on va aborder la seconde partie de cette formation en s'intéressant aux ventes aux enchères à la barre du tribunal judiciaire. C'est bien souvent ce type d'enchère qui permet à un acquéreur d'effectuer de très bonnes affaires. Pourquoi? Et on l'a dit au début de cette formation, eh bien tout simplement parce que là, dans ce cas, la vente ne résulte pas du choix du vendeur. Bien au contraire, il s'agit donc, comme on l'a dit, de saisie immobilière ou bien de liquidation judiciaire. Autrement dit, il y a un créancier qui va être en recherche d'une somme d'argent pour justement rembourser les dettes des personnes qui sont propriétaires de ces biens. Et donc ce créancier, il va faire appel, il va mandater un avocat qu'on appelle l'avocat poursuivant. L'avocat poursuivant qui donc s'est occupé de la saisie du bien et qui va naturellement s'occuper de la mise en vente aux enchères de ce bien. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est en tant qu'acquéreur, en tant qu'investisseur immobilier, comment se passe justement cette vente aux enchères. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser aux prérequis, c'est-à-dire aux conditions à avoir pour pouvoir enchérir. Premier élément, c'est le recours à un avocat. Si vous voulez enchérir, il va falloir faire appel à un avocat avec lequel vous aurez un mandat et cet avocat donc, il vous conseillera bien évidemment, mais il vous représentera pendant la séance d'enchères et c'est lui qui va enchérir pour vous. Ensuite, comme pour la vente immobilière notariale, il n'y a pas de conditions suspensives. Autrement dit, il faudra s'assurer, et ça normalement l'avocat c'est également sa responsabilité, il faudra s'assurer de votre solvabilité. Enfin, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que lorsqu'on est dans le cas d'une saisie immobilière, il peut arriver que le propriétaire, celui qui se fait saisir son bien, soit pas spécialement enclin à donner des informations utile pour la vente à l'avocat poursuivant et donc aux éventuels acquéreurs. Autrement dit, le propriétaire, il se peut qu'il ne collabore pas et que par conséquent, les informations qui seraient accessibles seraient simplement celles qu'il aurait accepté de transmettre. Donc une fois que vous avez pris conscience de tout ça et que vous souhaitez donc vous positionner sur donc une vente aux enchères, avant la vente, il va déjà falloir trouver un bien qui peut susciter votre intérêt. Et où trouve-t-on ces annonces de vente donc aux enchères? Tout simplement donc, sur des journaux d'annonces légales, ou encore ça peut être affiché directement sur l'immeuble ou sur le bien qui est à vendre. Vous pourrez également trouver ces informations et ces annonces donc directement au tribunal judiciaire et bien évidemment sur des sites internet. Comme vous pouvez le voir, il existe différents sites qui vous proposent justement des biens à vendre aux enchères judiciaires. Une fois que vous avez identifié un bien qui vous intéresse, donc sur une annonce, vous allez bien évidemment devoir consulter, on en avait parlé tout à l'heure pour la vente aux enchères notariale, le cahier des charges des conditions générales de vente. Donc naturellement, ce document, il va contenir donc des informations relatives à la procédure, c'est-à-dire la date de commandement, le montant de la dette, le titre exécutoire, et vous aurez bien évidemment des informations qui sont relatives au bien qui est vendu, c'est-à-dire les conditions d'occupation, donc si le bien est occupé, le PV descriptif, les renseignements d'urbanisme, des infos liées donc à la copropriété. Vous aurez également, comme tout à l'heure, les diagnostics de superficie, les lois Carrez, etc. Bien évidemment, il est fortement recommandé de faire visionner ce cahier des charges par votre avocat, puisque votre avocat il sera là donc naturellement pour enchérir, pour vous représenter, mais également pour vous conseiller. Donc une fois que vous avez pris connaissance de ce cahier des charges, vous allez naturellement procéder à la visite du bien. Alors généralement, on n'a le droit qu'à une seule visite. Cette visite, elle est effectuée donc par un huissier de justice qui est en relation justement avec l'avocat du créancier et elle est effectuée à une date et à une heure fixe. Alors j'attire votre attention, soyez particulièrement vigilants lors de la visite puisqu'elle sera unique. Donc soyez véritablement attentifs à l'état du bien, à effectuer une estimation des travaux qui soit le plus précise possible. Envisagez toujours le coût d'une éventuelle expulsion, puisque
On le verra tout à l'heure, hein, mais effectivement, il y a différents cas d'occupation, mais il faut toujours envisager le coût d'une éventuelle expulsion. Et garder en tête aussi que, on l'a dit, hein, si le propriétaire saisi ne veut pas collaborer, les informations que vous allez pouvoir obtenir, eh bien, elles seront minimes. Donc profitez de la visite hein, pour essayer d'avoir le plus d'éléments possible sur ce bien. Donc une fois que vous avez identifié un bien qui suscite votre intérêt, donc on l'a dit, vous contactez votre avocat. Cet avocat donc sera missionné pour vous représenter et donc à ce titre vous fera signer un pouvoir de porter des enchères. Pour être autorisé à enchérir, vous allez devoir donc établir 2 chèques de banque. Donc l'un d'un montant égal à 10% de la mise à prix. En sachant bien évidemment que si l'enchère elle est gagnée, ce sera considéré comme un acompte et que si l'enchère elle est perdue, bien, ce chèque vous sera restitué. Et l'autre chèque à l'ordre de la CARPA, donc la CARPA qu'est-ce que c'est? C'est la caisse des règlements pécuniaires des avocats pour justement couvrir les frais préalables et postérieurs à la vente. Alors on verra ce que c'est les frais préalables un peu plus tard. Et il faut savoir que juridiquement, il y a une condition à remplir. On parle d'être capable juridiquement et d'être également solvable pour pouvoir enchérir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par être capable? Être capable, ça veut dire que déjà, l'enchérisseur il doit être vivant hein, au moment des enchères. Et puis, par exemple, ça ne peut pas être un mineur. Et quand on dit être solvable, hein, vous l'avez bien compris, ça veut dire que l'enchérisseur, il doit pouvoir payer donc le prix de la dernière enchère ainsi que tous les frais annexes. Voilà, une fois que toutes ces formalités ont été effectuées, toutes ces conditions ont été remplies, il sera alors possible de se rendre à l'audience dans le cadre donc de la vente aux enchères du bien que vous aurez ciblé. Alors, comment se passe l'audience? Alors, déjà, un petit point juridique. Une audience donc de vente aux enchères, donc elle est publique hein, et elle est fixée selon le code des procédures civiles d'exécution. Et là, on fait référence à des articles. Alors, je ne vais pas vous parler de chaque article, hein, rassurez-vous. Donc, les articles qui sont inscrits donc, sur l'écran. Et c'est ces articles-là qui vont encadrer justement ce type de vente aux enchères. Ensuite, concrètement, comment se passe l'audience? En fait, il y a un huissier d'audience qui va déclencher un chronomètre électronique, et ce pour une durée d'1 minute 30. Et à chaque enchère portée, le chronomètre il va être remis à 0 pour une nouvelle durée de 1 minute 30. Et tout naturellement, lorsque pendant 1 minute 30, il n'y a aucune enchère, c'est tout simplement le dernier à avoir enchéri qui deviendra adjudicataire. Donc vous voyez, le procédé, il est simple. Une fois qu'on a désigné un adjudicataire, évidemment, ceux qui ne sont pas adjudicataires, ils vont tous récupérer leur chèque de banque. Comme pour les ventes aux enchères notariales, l'adjudicataire, il devra en fait attendre un délai de surenchère de 10 jours pour être définitivement propriétaire. Et à ce moment-là, donc, son avocat, il pourra tout simplement procéder à toutes les formalités qui comprennent bien évidemment le paiement des frais qu'on va détailler dans quelques instants. Avant ça, un petit point sur donc, la notion de surenchère. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne peut effectuer une surenchère. Donc pas seulement ceux qui étaient présents à l'audience. Ensuite, cette surenchère, elle doit donc nécessairement avoir lieu dans un délai de 10 jours après l'adjudication. Alors concrètement, comment ça se passe? L'avocat qui va surenchérir donc pour son client, il va devoir surenchérir au minimum d'un montant correspondant au 10e du prix principal de vente. Autrement dit, si un bien a été adjugé à 100 000 euros, le montant de la surenchère devra être au minimum d'un montant de 110 000 euros, c'est-à-dire supérieur de 10 000 euros, qui correspond donc à 10% du prix adjugé. Et donc, comme pour l'adjudication classique, il n'y a pas de rétractation possible pour le surenchérisseur. Autrement dit, si vous effectuez une surenchère et que celle-ci n'est pas couverte par une autre surenchère, vous serez donc déclaré adjudicataire avec les obligations que cela entraîne. Donc une fois que la vente elle est définitive, l'adjudicataire il va devoir régler donc des frais qui sont relatifs à la vente et ce dans un délai d'1 mois.
Donc bien évidemment, la somme qui a été consignée avant de participer donc à l'audience de vente aux enchères, elle va être utilisée pour payer ces frais. Donc voyons maintenant les différents frais qu'on appelle les frais de vente qui donc vont devoir être payés par l'adjudicataire. Donc dans un premier temps, on va évoquer les frais préalables. Alors les frais préalables, c'est ce qu'on appelle également les frais de poursuite. Ce sont tous les frais qui sont exposés donc par le créancier, par l'intermédiaire de l'avocat poursuivant. Il faut bien évidemment contacter l'avocat poursuivant avant la vente pour connaître justement le montant. Généralement, ce sont des frais qui sont compris entre 3 et 5 000 euros. Ensuite, on va parler donc des frais d'enregistrement. On a déjà évoqué ces frais donc précédemment pour la vente aux enchères notariales. Donc, c'est des frais qui s'élèvent environ, si on fait le total de tous les frais et taxes d'enregistrement, donc à 5,8% donc pour les particuliers. Mais ces frais d'enregistrement, ils sont réduits pour les marchands de biens professionnels et ils s'élèvent environ à 0,7%. Il y a également les frais de publication qui correspondent à 0,1% du prix d'adjudication avec un minimum de 15 puis de 46 euros. Et enfin, dans le cadre donc d'une vente aux enchères judiciaire, eh bien, il y aura bien évidemment les émoluments des avocats à verser. Ces émoluments, ils sont soumis donc à la TVA à 20% et en fait, ils vont se calculer par tranche. Il y a un barème. Là, vous avez donc les différentes tranches et donc jusqu'à 6 500 euros, eh bien, le taux il est de 7,256%. Après, ce taux va baisser pour la tranche jusqu'à 17 000 euros. Et en fait, plus on va monter dans les tranches des montants et plus le taux va être bas. Alors évidemment, il y a une question que beaucoup de personnes se posent, c'est je mandate un avocat pour donc aller enchérir à une vente aux enchères pour un bien qui a suscité mon intérêt, je perds l'enchère, il va falloir quand même que je paie l'avocat pour simplement m'avoir représenté et avoir enchéri. Donc ça, c'est évidemment des frais à prendre en compte et qui vont naturellement évoluer, différer selon l'avocat. Habituellement, il faut compter quelques centaines d'euros pour enchérir en votre nom et donc vous représenter, si je puis dire, à l'audience. Alors j'ajoute qu'une fois que la vente est définitive, en tant qu'acquéreur, il faudra bien évidemment assurer le bien. Donc là, on a évoqué les différents frais qui sont inhérents à votre acquisition et maintenant, on va étudier le paiement du prix. Donc je le répète, il n'y a pas de condition suspensive d'obtention de crédit. Et donc dans le cadre d'une vente sur saisie immobilière, le délai de paiement pour l'acquéreur, il est de 2 mois. 2 mois à compter de la date d'adjudication définitive, c'est-à-dire après l'expiration du délai de surenchère. À l'expiration de ce délai de 2 mois, la partie du prix de vente qui n'a pas encore été consignée, elle va être augmentée de plein droit. D'intérêt à un taux légal public. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un délai de 4 mois, ce taux il va être majoré de 5 points. Si maintenant on est dans le cas d'absence totale de paiement du prix, le créancier il peut solliciter une réitération des enchères. Ce qui aura pour conséquence en fait pour l'adjudicateur défaillant de devoir payer la différence entre le prix définitif, donc suite à la remise en vente, et le prix auquel lui, il avait acquis le bien. Autrement dit, il y a de réelles conséquences financières pour un adjudicataire qui ne remplirait pas ses obligations. Une fois que le paiement du prix a été effectué, l'avocat il va pouvoir enfin obtenir le titre de propriété et faire justement procéder à la publication auprès des services de la conservation des hypothèques. Donc une fois que le bien il a été donc payé, les frais ont été payés, on va pouvoir s'intéresser à une autre notion qui peut être importante lorsqu'on évoque la vente aux enchères, c'est l'occupation du bien. Quand vous l'achetez, il est possible que ce bien soit occupé. En réalité, il y a 3 options. Soit le bien est vide, et à ce moment-là, l'adjudicateur il va pouvoir en prendre possession. Soit il est occupé par un ancien propriétaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si donc, cet occupant il refuse de quitter les lieux,
le jugement d'adjudication, eh ben, il vaut titre exécutoire d'expulsion. Évidemment, dans la réalité, on sait comment se passent les expulsions. On sait que c'est pas forcément quelque chose d'évident et de facile à effectuer. Donc, il faut prendre conscience de ça si on a un occupant qui est réfractaire. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où le bien que vous avez acquis, eh bien, il est occupé par un locataire antérieur. Et dans ce cas, eh bien, en tant qu'acquéreur, vous devrez tout simplement respecter eh bien, les termes du bail antérieur, comme si c'était vous qui avez consenti à ce bail. Enfin, un dernier point, il faut savoir qu'il y a des droits de préemption qui peuvent s'exercer en matière d'adjudication immobilière. Ce qui veut dire qu'effectivement, l'État pourra préempter, utiliser son droit de préemption sur un bien que vous avez acquis à une audience de vente aux enchères judiciaire. Donc voilà, on a étudié les différentes démarches, les différentes spécificités de chacune des catégories d'enchères immobilières. Et ce qu'on peut en dire en conclusion, c'est que c'est à connaître, selon moi, des investisseurs immobiliers parce que c'est un levier alors de prospection, mais d'acquisition qui peut s'avérer particulièrement puissant, notamment avec le contexte particulier que vous connaissez. Contexte actuel qui, malheureusement, effectivement, c'est plutôt dramatique, eh bien, amène de nombreuses personnes à faire faillite, à connaître des difficultés financières et certaines à devoir, malheureusement pour elles, à être saisies. Et c'est vrai que quand on est investisseur immobilier, à partir du moment où on fait les choses de manière légale, eh bien, il faut parfois mettre l'émotionnel, le sentimental de côté pour pouvoir réaliser de bonnes affaires. Et généralement, pour toute bonne affaire, on profite d'une situation de faiblesse du vendeur. Soit c'est une succession, soit c'est un divorce, soit c'est un appauvrissement qui conduit eh bien, à l'impossibilité d'entretenir un bien. Enfin voilà, généralement, on profite malheureusement toujours d'une faiblesse d'un vendeur pour faire une bonne affaire. Donc là, en ce qui concerne les enchères judiciaires qui sont donc liées à une saisie immobilière, ne faites pas de sentiments, il y a véritablement possibilité de faire d'excellentes affaires, surtout avec le contexte actuel. Maintenant, ce n'est pas non plus un procédé, une façon, un outil magique. Il y a également une vigilance à avoir. Il faut bien évidemment assurer votre solvabilité en amont et bien évidemment inclure dans votre projet tous les frais annexes qu'on a vus. Avant de conclure cette formation, sachez que s'il y en a qui souhaitent se procurer l'e-book de formation ou le PDF, et c'est valable pour les autres formations, vous aurez en description un lien, c'est le lien d'une plateforme Tipeee qui sert à soutenir ma démarche de savoir pour tous. Et en contrepartie, voilà, vous pourrez vous procurer le ou les PDF et e-book de formation. Un gros merci à tous pour votre soutien. Bien évidemment, si je n'avais pas un tel soutien, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté de produire des vidéos. Donc merci encore à tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres formations et d'autres vidéos. À bientôt.